Salut à tous, vous écoutez Envergure, voici notre nouveau format spécial Draft 2023, ça s'appelle Victor et les autres. Une fois par mois, on va suivre la progression de Victor Wembanyama avec beaucoup de précision, en tout cas on va essayer, c'est notre credo Envergure, et puis on va aussi parler de l'actualité des prospects prévus en haut de la draft, avec lui ceux qui pourraient concurrencer Wembanyama ou en tout cas être dans la green room le soir de la draft. Le père aimait Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes. Alors à chaque fois, 3 parties. D'abord évidemment, Victor Wembanyama, où en est-il? Quelle est son actu? Que montre-t-il en termes de capacité technique, tactique, psychologique? Ensuite, un point sur la concurrence, évidemment. Et puis pour finir, un invité étranger qui viendra nous parler de Wemby, de Vic, vous pouvez dire comme vous voulez, ça s'appellera L'œil de l'extérieur, une interview avec un scout ou un observateur, donc soit américain, mais ça peut être aussi européen. Premier épisode ce soir aujourd'hui avec pour la team Envergure pour la première partie. Manu, bonsoir. Alexandre, bonsoir. Luca, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Je dis bonsoir, mais vous pouvez écouter ça pendant la journée. Et Benoît, comment allez-vous? Monsieur de Berthaud, mes hommages. Notre invité en fin d'émission sera Raphaël Barlow, scout international, que vous pouvez lire notamment sur NBA Big Board. Dans le monde de Victor, c'est plein de mots en or. Dans le monde de Victor, que vais-je trouver d'abord? Alors les amis, on sourit, on est heureux. On regarde déjà vers le mois de juin, draft 2023, où Victor Wembanyama sera-t-il le premier choix? Il a dit que c'était son objectif. Mais il en est où le Français qui est attendu au sommet d'une cuvée qui est pourtant très dense? On va faire un point. On a vu jouer Victor qui a repris la saison, on a vu jouer en amical, on l'a vu jouer en match officiel de Betclic Elite. Luca et Manu l'ont même vu jouer en chair et en os donc ces dernières semaines avec son club des Metropolitans 94. Déjà, il en est où physiquement, Luca? On sait qu'il a 2,23 m de taille, 2,43 d'envergure. C'est pas un exercice, ce sont des vrais chiffres. Mais maintenant, son corps, on dit que c'est souvent la grosse inquiétude à propos de lui. Est-ce qu'il a évolué par rapport à l'an passé, son corps? Et est-ce que tu le vois gêné dans certains déplacements? Où en est le corps de Victor Wembanyama? Alors physiquement, je trouve que le corps n'a pas bougé tant que ça, mais je trouve ça plutôt positif parce qu'on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ses déplacements. Il utilise beaucoup plus son corps comme une arme. Par exemple, je sais que si Manu l'a vu en chair en os, il a vu sa routine d'échauffement où il se met, à 45, il travaille son jab, sans bouger, mais tellement que son envergure est longue en fait, on dirait presque une feinte. Et du coup, je trouve que son corps n'est pas tant évolué tant que ça. C'est vraiment positif pour lui puisque ça lui fait, à presque, 7 mois de la draft, de pouvoir s'habituer à son corps qui est potentiellement peut-être dans sa phase finale. Je l'ai pas vu en très grande difficulté physiquement. Il a dans tous les matchs que j'ai vus, il a jamais explosé, totalement au contact, à part pour flop un peu pour une faute. Mais franchement, j'étais vraiment impressionné par, à quel point physiquement, sans vraiment bouger, prendre en masse et cetera. Il a step up dans le sens où il est beaucoup plus à l'aise, dans ses déplacements et par rapport aux autres joueurs sur le terrain. Il est fluide, quoi. On rappelle que c'est quand même la grande, ce pourquoi il est là, ce pourquoi on parle de lui à cette position, c'est parce qu'il est fluide par rapport à sa taille, que ce soit techniquement ou que ce soit juste dans ses déplacements aussi. Tu as vu ça sur ses premiers matchs, que ce soit dans les courses vers l'avant, vers l'arrière. Tu disais au contact aussi, il a bien supporté. Ouais, sur le dernier match que j'ai vu là, il défendait sur Nikolic, l'intérieur du portel et je l'ai jamais vu vraiment en grande difficulté, même quand Nikolic a essayé de le poster, il a pas bougé et en fait son envergure elle est tellement longue que quand il se fait poster, il peut venir taper la balle. Du coup, en fait, c'est vraiment dur de le poster jusqu'au bout et ouais, je l'ai pas vu en grande difficulté physique en tout cas. Mais il y avait Donc, personne en face qui pouvait vraiment, c'est aller ça. vraiment le bourriner. C'est en même temps logique que, enfin en tout cas s'il veut être drafté haut, ce serait logique qu'il domine
la Betclic physiquement cette année. On rappelle, Lucas, pour ceux qui connaissent pas forcément, Victor Wembanyama a quand même un historique de blessures. Alors tu nous dis que ça va bien, c'est très bien. Est-ce que tu peux juste rappeler vite fait l'historique de blessures de Victor? Oui, bien sûr. En juin 2022, on a eu la blessure au psoas qui lui a fait rater la fin de la saison, les playoffs et l'Eurobasket du coup. Après là, je vais parler plus des grosses blessures parce qu'il y a eu plein de petites blessures, Oui, des entorses, et cetera. En décembre 2021, on a eu la contusion à l'épaule où il a été 2 mois out. Du coup, ça, au milieu de la saison, ça a vraiment changé le rythme. Il a eu du mal après à revenir dedans. Et du coup, en novembre 21, fracture du doigt. Si je dis pas de bêtises, c'est 1 mois out. Si jamais quelqu'un a autre chose. Et du coup, la blessure qui était à l'époque la plus inquiétante, c'est la fracture du péroné et la fracture de fatigue, ouais. qui a un peu inquiété tout le monde, mais au final, ça s'est pas renouvelé et c'est plutôt bon signe. En tout cas Est-ce pour l'instant. est-ce qu'aujourd'hui, dans ces matchs, pour ceux qui ne les voient pas, il a des protections sur le corps et si oui, à quels endroits? Alors, en tout cas, sur le match que j'ai vu en live, la prépa, il avait juste un strap sur le genou droit, si je me trompe pas. Et le match contre le Portet, il avait aucune protection particulière. Il était, Donc épaules, que ce soit épaules, chevilles, tout ça, ouais, il a pas. ça a l'air d'être guéri. Exactement. Effectivement, il a raté l'Eurobasket pour soigner une blessure qui n'était pas si grave que ça, donc, mais visiblement ça paye en ce début de saison. On va parler de son jeu. On va parler de son jeu. Manu, avec toi, l'année dernière, donc, il était à Lasvel, équipe d'Euroleague, etc. Là, il descend dans une équipe où il a un rôle plus grand. Justement, on va parler de ça. Comment il est utilisé déjà cette année en attaque? Et est-ce qu'il y a des différences avec son utilisation à Lasvel? Ouais, il y a plusieurs différences avec l'Asvel. À Levallois, il a quasiment les cartes blanches, il fait un peu ce qu'il veut, il a des passes droits. Mais il est pas mal utilisé sur je sais pas trop la zone, comment appeler ça, entre le corner et le dunker spot. Tu vois, cette zone-là, entre la raquette et la ligne des 3 points, il est beaucoup servi par là. Il y a ces points viennent principalement de là. Soit il arrive en pleine vitesse, il est servi, il va au dunk assez facilement, il monte sur tout le monde. Soit autrement, il est sur du poste bas, où il enfonce et il y va. Ou des fois, il prend des petits face-up aussi à mi-distance de temps en temps. Il y a des prémices de pick and roll, pick and pop, mais c'est pas encore bien rodé. On sent que c'est plus un manque de communication avec ses nouveaux coéquipiers qu'autre chose. On sent que des fois, il a envie d'y aller, il va roller, mais la passe arrive très rarement encore. Mais il y a plusieurs systèmes comme ça par match qui sont présents. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et il s'écarte aussi pas mal à 3 points. Il a tendance à le faire notamment sur le corner, les 45 Ouais. degrés, ces deux spots-là des deux côtés. Où pour l'instant, sur les deux matchs que j'ai vus là en Betclic, c'était le chaud et le froid. Contre Pau, il a pas mis 3 points, je crois. Et contre le Portel, il fait 2 sur 3. Où les 2 sur 3, il est vraiment ouvert. Non, un il est grand ouvert et l'autre il fait un espèce de jab step et il monte tout de suite. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il justement il est servi un peu partout sur le terrain, il peut faire plusieurs choses. Et il y a aussi il fait pas que marquer, il est aussi intéressant à la passe où malgré ses 2,23, c'est un mec qui va pouvoir quasiment remonter la balle puis initier une passe, aller sur short roll, faire de la passe extérieur-intérieur. Franchement, il est assez unique là-dessus, où sur quelques phases, il va être un game changer en fait. C'est assez impressionnant de le voir faire ça. Et du coup, il y a beaucoup de diff par rapport à Lasvel, où Lasvel, il était beaucoup sur le système avec Ostekowski, qui était du système qui finissait les actions à 3 points dans le corner. Donc il faisait plus ou moins que ça à Lasvel, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Bon, c'était sa première saison dans un tel club,
grandeur Euroleague, alors qu'à Levallois, il est quand même beaucoup plus libéré et libre dans ce qu'il fait. Ouais, beaucoup de liberté et beaucoup de variété visiblement dans ce que tu dis. Voilà, un peu de. Alors moi, on appelait ça le secteur zéro quand j'étais jeune et que je jouais au basket. Cette zone entre le corner et le dunker spot. Je sais pas comment ça s'appelle en langage de coach. Mais je vois très En bien. anglais, on appelle ça le baseline. Short corner, moi j'ai. Tu dis short corner, toi? Ouais, pour Ouais. moi, short. Ouais. Bon, en tout cas, un jeu intermédiaire, on va dire, à mi-distance. Ouais, Du et il aime spot-up à beaucoup jouer la carotte aussi. jouer la carotte. Un spot-up à 3 points, certains pick and roll. On est plus dans le roll que dans le pop pour le moment, Manu, de ce que tu as dit. Pour l'instant, Ce que t'as sur vu. les 2 matchs, moi, que j'ai vus, ouais. Ok. Après, je te dis, on sent que des fois, il y a des envies, il y a du prémisse de pop aussi, Ouais. mais Mais la ce qu'on passe lui arrive demande, pas c'est encore. peut-être de roller, quoi, pour le moment, en tout cas. Aussi, c'est peut-être une consigne, surtout ce Ouais, début de saison. ouais, probablement. On a entendu Vincent Collet, pas forcément ravi du jeu proposé, même après le match contre le Portel, il était pas content de la qualité de jeu, on va dire. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il attend de manière optimale, mais voilà, on peut imaginer que qu'il y aura une évolution dans l'utilisation de Victor Wembanyama. Défensivement, Manu, il est utilisé comment, Victor? Est-ce qu'il y a un autre grand à côté de lui qui prend les impacts ou est-ce qu'il défend sur les pivots? Bon, Lucas a déjà à moitié répondu. Est-ce que il va switcher sur les pick and roll? Est-ce qu'il va plutôt jouer en drop? Est-ce qu'il va plutôt step out? Comment est-ce qu'il est utilisé? Quel est son rôle défensif? Ouais, essentiellement, c'est sur du grand et de la protection de cercle. C'est principalement comme ça qu'il est utilisé et il y a quelques switches défensifs où il a pas f en fait, soit j'ai vu moi les 2 choses, soit il reste vraiment planté face à son adversaire, Ouais. soit il fait beaucoup de drop aussi. C'est vraiment ces 2 choses-là en défense quand il y a du switch qui saute aux yeux. Mais autrement, c'est vraiment un protecteur de cercle qui va défendre sur les grands. Face à lui, les 5 mais il a pas peur d'aller switcher donc c'est assez intéressant et son envergure, des fois, il a un peu des retards, je trouve moi d'exécution, mais son envergure lui permet de Compenser. rattraper ça, Ouais. que ce soit proche du cercle ou même d'aller contrer des tentatives à 3 points alors qu'il est dans la raquette, il fait un pas Ouais. et bah, le shoot est contré quoi. C'est assez, Ouais. ça l'aide. Mais après ouais, c'est plus des sautes de fois de concentration où ils se disent: «Mince, tac, tac» et il est un peu lent là-dessus, mais ça va arriver je pense. Et de manière communicationnelle, je te pose aussi la question à toi, Lucas, est-ce que c'est le patron de la défense? Est-ce qu'il parle beaucoup sur le terrain en général? Ou est-ce qu'il y a d'autres leaders dans cette équipe des Metropolitans? Vas-y Lucas. Je trouve que justement, il est pas mis dans cette position où l'équipe elle repose seulement sur lui. En gros, si un match il est irrégulier, il y a des joueurs qui vont pouvoir venir l'aider. Je trouve que Ibrahima Fall-Fay, c'est un choix parfait pour ce choix-là, parce il a un profil assez polyvalent, il peut jouer 4-5 et du coup, en fait, la plupart du temps, Ibrahima Fall-Fay décale poste 4 et du coup, Victor défend sur les 5 et sur le terrain, il communique, la communication de base sur le terrain, c'est pas vraiment lui qui va venir crier pour raviver les troupes ou pousser, ses coéquipiers, mais il y en a pas forcément, en fait, à Levallois. C'est vraiment, j'ai pas vu en tout cas, si Manu, tu vu quelque chose, n'hésite pas, mais j'ai pas vu vraiment de gros meneurs, de gros leaders sur le terrain. C'est plus une équipe où en gros, chacun a ses petits flashs, en fait. C'est jamais vraiment, à l'unisson, tous en même temps. Ok. Mais, Manu, je parlais aussi de la communication sur la défense, justement. À quel moment on switch? Souvent, c'est le grand qui décide. Enfin, en tout cas, en NBA, c'est ça qu'on demande aux grands. Je lisais un article sur Isaiah Jackson à Indiana qui, justement, avait encore des progrès à faire dans le domaine. Où il en est, Victor, de ce côté-là? Bah, moi je l'ent il s'exprime, mais ça pourrait être un peu plus fort et un peu plus franc, je trouve. Mais Ok. encore une fois, c'est pas forcément le leader, par l'âge ou par l'expérience, tu vois? C'est pas il a pas encore, cette aura-là
en fait, dans cette équipe qui est toute jeune et toute neuve, où l'effectif a totalement changé quasiment. Ouais. Donc c'est un peu difficile. Il est vocal, notamment sur le banc. Tu sens, il encourage vraiment beaucoup, notamment sur le premier match où il prend 2-3 fautes rapidement, où il est cantonné sur le banc et il se lève, il applaudit. Sur les temps morts, il est là aussi. Donc il y a quelque chose, et je pense que ça viendra dans le futur plus. Oui, bien sûr. Oui, Il oui, il aura est joué jeune, mais 1 an. voilà, C'est ça. il y a des On sent prédispositions. il peut le faire, Ouais, mais faut que ce soit son vrai rôle, quoi. C'est pas un ouais, leader naturel, j'ai envie de dire. Enfin, pour OK. l'instant, en tout cas. OK, intéressant. Mais en tout cas, il y a pas d'aversion non plus, quoi. Il est, en train de probablement de travailler là-dessus. C'est bien parce que vous parlez de ressenti, vous 2. Je vous demandais, c'est quoi l'atmosphère là, en début de saison autour de Victor? Il doit y avoir plein de monde étranger évidemment. On aura Raphaël Barlow en deuxième partie qui était là aussi pour les premiers matchs. Mais dans l'ensemble, quelle est l'atmosphère autour de lui, autour du club, voilà, dans la salle? Comment vous l'avez ressenti, vous? J'ai jamais vu ça pour un joueur, même pour un jeune ou un joueur français dans le championnat. Même Mike James est moins applaudi, au moment de l'intro des joueurs. Vraiment, que ce soit, les petits ou les plus âgés qui ont pas forcément, une grande connaissance des joueurs sur le terrain, mais dès que son nom est annoncé, tout le monde se lève, tout le monde crie et c'est vraiment impressionnant. Tu sens vraiment que toute la salle le connaît, les petits crient son nom, c'est vraiment impressionnant. Il y a un énorme engouement, entre les 2. Le gymnase est plein. Il y a vraiment une tribune entière où il y a que des, qui est rempli soit par des scouts NBA, soit par des journalistes. Je sais que quand j'y suis allé, c'était quoi? C'était, vendredi soir contre le Portel. Il y avait, le New York Times qui était là. Donc, vraiment, l'engouement est impressionnant, mais on le savait déjà, mais j'imaginais pas que ça allait être autant, aussi Ouais. fort. Ouais, ouais, effectivement, et du coup, il l'appelle, les enfants qui crient, ils crient quoi? Ils crient Victor? Ouais, ils crient, Victor, ils applaudissent des mains après: «Victor!» Ah, c'est OK. vraiment c'est même à Angers, ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné, même à Angers, Angers en les prépa, petits ouais. criaient son nom. C'était ouais, Angers en prépa, ils criaient son nom, les petits, c'était vraiment impressionnant. OK, et Manu, toi, quel est ce qui t'a marqué sur, le off court? C'est qu'il est vraiment mis en avant par le club. C'est vraiment la tête d'affiche, la tête de gondole du métro. Tu sens que, voilà, ils ont envie qu'il brille et qu'ils aient envie qu'il soit très, très bien. À un moment, il y a sur n'importe quoi, que ce soit un changement, que ce soit un contre, un lancer franc, le speaker, envenime Mmh. tout de suite les choses. C'est assez drôle d'ailleurs, un peu gênant parfois, mais on sent qu'ils veulent qu'il soit super bien, en fait, dans le club, sur le terrain, en dehors du terrain, et ils font un peu «tout pour lui» entre guillemets, pour que tout se ressente, et on voit, ouais, Luka a totalement raison, sur la salle, les gens viennent pour lui, en fait. Ouais, Ça s'entend, ça se voit, c'est assez impressionnant, ouais. et il y a des spectateurs, mais il y a aussi des professionnels du basket qui viennent d'outre-Atlantique pour le voir, quoi. Là, ça commençait, c'est le début de saison, donc il y avait pas tant de monde que ça. Moi, j'ai croisé 4-5 scouts d'équipes différentes sur le contre Pau, mais ça va aller crescendo. Mmh. Ouais. Surtout s'il arrive à performer, en fait, ils vont tous venir Ouais, pour plus ou l'instant, moins 2-3 fois sur la saison. ça commence assez bien. Alors évidemment, c'est pas encore, à 100 régulier et cetera, mais il y a du scoring, il y a peut-être des choses à faire, à améliorer du côté de l'efficacité, mais en tout cas, voilà, il était présent au scoring, sur ce début de saison. On va pas, parler des stats tout de suite. On fera un point dans les prochains épisodes sur, voilà, sa production statistique. On fera peut-être un épisode sur les stats avancées, et cetera. Aujourd'hui, c'est plus une présentation, globale. La chose qui vous a surpris, dont on parle pas assez sur le jeu, là je retourne au jeu, sur le jeu de Victor, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, en ce début de saison, Luca, Manu? Voilà, quelque chose qui vous a fait tilt? En bien ou en mal? Ça peut être les deux. Moi, c'est plus en mal, c'est qu'il force beaucoup certaines choses.
justement pour se montrer. Je trouve que des fois, c'est un peu trop et du coup, il a tendance à forcer beaucoup de tirs et au lieu de faire une passe ou quelque chose d'autre. Ok. Luca? Ah, j'allais dire la même chose, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que qu'ils soient en réussite ou pas, les tirs, il va les prendre. Il se pose pas de questions, et en fait, c'est ce qui justifie sa décision. Il est dans un système à Levallois où voilà, Sa décision de quitter l'Asvel, tu veux dire? ouais, voilà, c'est ça. Où, il joue aucune compétition européenne. Le championnat, ça va être compliqué avec Monaco et le reste. Donc, vraiment, il a les clés de l'équipe et il prend les choix qu'il veut. Oui, comme l'a dit Manu, il force un petit peu, mais ces tirs-là, quand il est en réussite, il va les mettre. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a la confiance de les prendre que ça rentre ou pas. Le podcast s'appelle Victor et les autres. On a parlé de Victor. Maintenant, on parle des autres. On va faire la liste des candidats au top, allez, 2-3 de cette draft NBA 2023. Évidemment, on va peut-être se tromper, on va peut-être oublier des gens. C'est comme ça en cours de saison. Il y a des prospects qui se révèlent, surtout à cet âge-là. La chose qui est certaine, ce podcast devrait sortir lundi pour vous, public, lundi 3 octobre. Cette semaine, Victor Wembanyama va aller jouer avec les Metropolitans aux États-Unis face à la G-League Ignite. Il est mis dans des conditions absolument optimales, jamais vues en France, pour être le numéro 1. Donc, en pleine saison de Betclic Elite, on fait un aller-retour aux États-Unis. On a même déplacé un match de Betclic Elite pour ça, pour aller jouer face à la G-League Ignite, où il y a des prospects comme d'habitude, mais pas n'importe lesquels. Il y a le numéro 1 bis ou numéro 2, ça dépend des gens. Il y a Scoot Anderson qui joue à la G-League Ignite. Il y a d'autres prospects, il y a un Français, il y a Sidi Sissoko. Mais il y a surtout Scoot Anderson qui était déjà là l'année dernière en G-League Ignite. Vous avez des podcasts, des lives YouTube où on a déjà parlé de lui. C'est hyper rare ce genre de situation où il y a deux grands favoris au first pick qui jouent l'un contre l'autre. C'est quasiment jamais vu. Alors l'année dernière, Paolo Banchero et Chet Holmgren ont joué l'un contre l'autre, mais c'était pas la même chose. C'était une course à plusieurs. Ils n'étaient pas vus au-dessus du lot comme le sont Wembanyama et Scoot Anderson. Alors évidemment, il ne devrait pas être en opposition directe. Victor joue 4-5, plutôt 5 en ce début de saison. Scoot Anderson, qui sait quel prospect il est? Ben, je t'en prie, présente-nous ce jeune talent. Scoot Anderson, de son vrai nom Sterling Anderson, est un joueur de 2004, donc il est très jeune pour être à sa deuxième année chez les professionnels. Il est un mois plus jeune que Victor Wembanyama. Il va avoir 19 ans en février. Ses mesures officielles sont 1m88 et 84 kg, mais donc 6 et 2, 195 livres. Mais laissez-moi apporter un grain de sel à ça, parce que c'est... Il est plus grand. Ouais, parce qu'il est tellement jeune, il a grandi, là. Moi, les dernières nouvelles que j'ai eues, il était 6 et 4. Ouais, c'est Donc, ça. Ça me paraît le wingspan serait à 6-9. Si Victor Wembanyama, c'est une espèce de créature chimérique qu'on n'a jamais vue. Scoot Anderson, c'est un peu la vision idéalisée, je dirais, d'un meneur à NBA aujourd'hui. Il a le corps il fait tout ce que les gros meneurs font bien, puis il fait tout ce que les petits meneurs font bien. C'est un athlète extraordinaire qui est capable d'une accélération incroyable, mais il est capable d'une décélération incroyable aussi. Il est capable de jouer sous contrôle, de s'adapter au rôle de ses coéquipiers à la G-League Ignite. Il était un tout petit peu protégé l'année dernière parce qu'il jouait derrière Dyson Daniels. Il n'a joué que 27 minutes par match, mais cette année, il va être le joueur de l'équipe. Là, on va lui donner le ballon, puis on va lui demander de créer. Ouais, exactement. Il crée pour lui-même et il crée pour les autres aussi. Pour un gars qui est principalement un score-first player, il a il y a eu 4.2 passes décisives par match pour 2.1 perte de balles. Pour moi,
c'est très positif à cet âge-là. Il est très, très, très en avance. D'habitude, le ratio perte de balle, passe décisive, c'est 1-1 pour les passeurs qui sont en développement. Mais lui, il a déjà un ratio 2-1. S'il pourrait amener ce ratio-là à 3-1, disons 6 passes décisives pour 2 pertes de balles, là, on va parler d'un passeur élite. Il y a un premier pas explosif. Je l'ai vu battre Jonathan Kuminga l'année dernière en 1 contre 1 plusieurs fois. Jonathan Kuminga, qu'on se rappelle que c'est un ailier, il fait 6-8. Scott Anderson l'a battu plusieurs fois. Un handle très, très avancé. Aussi, il n'est pas parfait, mais il y a des hang dribbles, il y a des hesitations, il y a vraiment plusieurs petites nuances dans son dribble qui sont très avancées pour son âge. Peut-être ces deux problèmes, c'est justement, il y a le shoot. Il a quand même fait 48,6% l'année dernière sur 3,5 tentatives par match. Moi, il me fait penser à John Wall beaucoup, là. Il y a le elbow jumper de John Wall, il y a le même. Il le fait parfaitement, mais ça se gâte un peu plus à 3 points, où ce qui était à 22% l'année dernière par match sur 2,5 tentatives. Mais Alex, je sais ce que tu vas me demander, il était à 78% sur les lancers francs. Donc, d'après moi, ça va se régler. Il y a quelques petits détails mécaniques dans son shoot qui m'agacent, mais d'après moi, il va le régler. Bon, un prospect donc qu'on attend évidemment très haut et qui a déjà montré qu'il pouvait être fort face à des joueurs qui ont failli être draftés, voire qui ont été draftés puisqu'ils jouent en G-League. Pour préciser, pour les adeptes des échelles francophones, 6'4", c'est 1m93 et l'envergure de 6'9", c'est 2,06, entre 2,5 et 2,6. Donc c'est les mensurations officieuses que tu nous as données, mais ce qui me paraît tout à fait correct par rapport à ce qu'on observe sur le terrain. Donc ça, c'était Scoot Anderson. Ce qui est intéressant, c'est que cette saison, ça va être encore plus compétitif, la G-League, puisque l'équipe Ignite est intégrée, contrairement à l'année dernière, au championnat de G-League. Alors ça reste secondaire, hein. Il n'y a pas de relégation, voilà, il n'y avait pas un énorme enjeu sportif, mais voilà, il y a de la compétition, ils seront autorisés à participer à la saison, à participer aux playoffs s'ils se qualifient, etc. C'était le cas de la saison où il y avait Jalen Green, par exemple, et ce qui avait permis de montrer à Jalen Green de montrer, par exemple, en playoff, que voilà, il était un prospect à surveiller et qui pouvait se surpasser dans les matchs à enjeu. Donc ça va être à surveiller, Scoot Anderson. La G-League Ignite, un œil championnat de France, un œil G-League Ignite. Évidemment, il y a des prospects en NCAA. Qui peut faire top 2, 3, allez 4, Manu, selon toi? Déjà, donne-nous une petite liste de noms. Moi, j'ai 4 noms. Enfin, 3. Ouais. Ouais, 4. Dont un que j'ai pas vu, que je laisserai Ben en parler. Ouais. C'est Derek Whitehead de Duke. Ouais. Cam Whitmore, Villanova. Ouais. Et Jordan Walsh, Arkansas. Ok. Et le quatrième nom, c'est Nick Smith. C'est Nick Smith, mais que j'ai pas vu. Ouais, ok. Le favori, c'est Nick Smith. On laissera Ben en parler. Parle-nous de Derek Whitehead. Quel profil? Derek Whitehead, c'est un grand... qui peut être un grand meneur, qui est pour l'instant en poste 2. Mais qui commence sur sa dernière année à Montverde, il portait beaucoup là-bas, il a développé un bon jeu de passe, notamment en transition, c'était super intéressant. Et c'est un joueur, ouais, donc poste 2, je sais plus si on a sa taille quelque part, on n'a pas noté là, qui est un joueur assez hybride, qui est surtout porté sur l'attaque, un peu la défense est là, mais c'est pas foufou. Mais c'est un gars qui a su développer un tir au fil des années et la passe. Donc moi, je le vois bien en grand meneur, un mec qui va pouvoir initier les attaques NBA. J'ai hâte de le voir comment il va être utilisé là, cette année. Et donc c'est un gamin aussi qui a des gènes sportifs. Il a un petit frère qui joue en NFL. Donc c'est surtout un énorme shooter. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'en ai vu, c'est qu'il est extraordinaire au tir.
Ouais, il peut tout faire au tir, catch and shoot, jab step, step back, il est vraiment porté là-dessus, des fois un peu trop, mais c'est super intéressant et moi ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il a fait l'année dernière, c'est, justement cette capacité d'initiation et de création pour les autres. Ce qu'il avait pas tant au début et là sur sa dernière année en high school, c'était vraiment intéressant de voir ça arriver. Le, mmh, Donc il le va jouer dans 2e une c'est équipe, crowded, hein, à Duke pour finir là sur lui, il y a plein encore une fois plein de prospects, étoilés du côté ouais. de Duke. Plus à côté de lui pour stabiliser à la main, il y a, Roach qui revient, qui est plus un vétéran, qui va le décharger peut-être de certaines responsabilités dans les moments un peu chauds, quoi. Tyrese Proctor aussi, non? Il y a Tyrese Proctor qui est plus un gestionnaire, meneur australien. Ça, hein. Vas-y Manu, je t'en prie, enchaîne. Le deuxième, c'est donc Whitmore, Villanova. Cam Whitmore qu'on a aperçu lors du tournoi des Amériques U18 cet été au Mexique. MVP, non? Donc c'était la première fois que je le voyais en action. C'est un bon malheureusement, j'ai ah si 1,98, il est vraiment tanké. C'est un poste 2 aussi lui, qui est beaucoup plus, slasher, qui est beaucoup dans le dunk surtout, du scoring proche du cercle. Et ce que j'ai aimé moi chez ce joueur, c'est que on sent qu'il y a une immense marge de progression au tir. Pour l'instant, il est pas foufou, il met dedans, mais c'est pas foufou, c'est pas sa force principale. Lui, sa force principale, ça va être triple menace et aller au cercle et dunker sur tout le monde, tout ce qu'il peut. Mais le tir commence à arriver et il y a une diversité du tir qui est assez intéressante qu'on a vu au U18 Americas, donc faut voir ce que ça donne sur de la NCAA, de la Big East. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé voir ça et aussi quelques flashs à la passe, notamment sur du jeu rapide en transition où il arrive tout de suite, il lève la tête vraiment rapidement et il arrive à bien faire, des bounce pass ou des passes, demi-terrain. Mmh. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Défense aussi encore un peu à revoir. Ça va pas être sa force principale, je pense, de défendre, mais il va être obligé de s'y coller un petit peu s'il veut pas descendre. Mais autrement, c'est un fort scoreur, attaquant de cercle, pour l'instant. Ouais, et en plus avec des flashs en pull-up, et en plus, alors, notre idole, Jay Wright a pris sa retraite du côté de Villanova, mais on imagine que le système va pas disparaître d'un coup. Villanova a quand même été une école de formation, fine des prospects, dans les déplacements off-ball, dans la compréhension du jeu collectif, qui ne pourront qu'être bénéfiques, on imagine, à Cam Whitmore. Donc maintenant, parle-nous de Jordan Walsh. Jordan Walsh, c'est un C'est joueur qui est une grosse hybride. cote, hein. Il est pas, toi, tu le mets dans le lot, mais généralement, il est plus vu vers 7-8 par les Américains, Ouais, hein. Je remets pas du tout en cause son avis, mais je dis bah, juste, pour je l'instant, moi, c'est pareil, contextualise. tu vois, il est sur mon big board sans Nick Smith, il est 5. Hmm. Donc je le vois aussi plus ou moins dans ces eaux-là, mais je me dis s'il fait une immense saison, ce qui est possible, ce qui est, imaginable, mais qui va être difficile parce que l'équipe d'Arkansas, elle est loaded, de prospects 5 étoiles. Je sais pas comment ils ont sorti le chéquier à fond les ballons. Et Jordan Walsh, c'est un mec assez hybride, 2,03, 2,05, avec une envergure immense, qui est capable d'aller au cercle, de faire du tir, de faire de la passe, de prendre des rebonds, de faire des contres. On l'a observé au Geico, 2020 de cette année, donc c'est le championnat, la finale des championnats de lycéens, où on a vu un gars mais assez incroyable pour cet âge-là. En fait, il dominait tout le monde. C'était assez impressionnant de le voir aussi polyvalent et diversifier son jeu face à des gros prospects, parce que il y avait quasiment les meilleurs, prospects américains, dont Derek Whitehead et Montverde. Et le voir être aussi polyvalent comme ça, moi, ça m'a surpris et très agréablement surpris. Donc j'attends de voir, mais je pense s'il arrive à tout développer, peut-être pas forcément l'année prochaine, Il va ou falloir développer développer du un scoring surtout, j'imagine, parce ouais, que quand voilà, tu es choisi c'est dans le haut vraiment de ça la que je vais draft, attendre il moi faut cette année. que tu scores généralement.
Ouais, c'est vraiment ça, moi, Sané, que je vais attendre de lui, c'est qu'il soit plus porté sur le scoring, notamment le 3 points, où il peut aller au cercle, le premier pas est pas dingue, mais il peut s'en servir parce qu'en fait, il a tellement d'un grand pas que tout de suite, il peut faire la différence là-dessus. Mais c'est vraiment du scoring à 3 points que moi que je vais attendre et qu'il arrive à se diversifier, que ce soit sur du catch and shoot, de la création pour lui-même, création d'espace pour son tir, etc. Mais à terme, ça peut être un grand point forward qu'on qu'on imagine et que tout le monde veut. Genre un Ben Simmons avec un shoot, quoi, tu vois. Moins bon passeur parce que moi, franchement, je Ben l'imagine Simmons comme ça. est plus grand, hein, quand même. Pour Ouais, il doit être à quoi? Il a relativiser. 2,10 maintenant? Ben Simmons à 2,10, voilà. Walsh est entre 2 et 2,05 selon les Ouais, mensurations. mais je l'imagine à terme d'un mec qui peut être un point forward comme ça, Hmm. capable de tout faire et des 2 côtés du terrain. Ouais. Nick Oui. Smith, qui est avec Whitehead, allez, mais plus lui quand même, qui est vu comme un candidat sérieux au top 3 quand même. Nick Smith. Ouais, moi j'aime beaucoup personnellement Derrick Whitehead. Là, je trouve que c'est un tough shot maker. Là. Non Ouais. seulement il est capable de faire de shooter, mais il est capable de prendre des shoots très très difficiles. Puis il a fait 5 ans à Monteverde aussi. J'ai l'impression qu'il il était toute ma vie là-bas. Mais oui, Nick Smith, 2004 aussi, aura 19 ans en avril seulement, combo guard, 1m96, 84 kilos. J'ai vu ses matchs cet été contre des clubs espagnols. Ça m'avait l'air pas mal d'un gars de 6 et 5, 180 livres. Donc les mensurations ont l'air bonnes. C'est un petit garçon de l'Arkansas qui a un accent de l'Arkansas à couper au couteau. Je comprends rien quand il parle en entrevue. Il a signé à la maison dans ce qui est peut-être l'équipe d'Arkansas la plus forte que j'ai vue de ma vie avec lui, le transfert de Wichita State, Ricky Council, Jordan Walsh, Anthony Black. Donc, il y a vraiment il y a un gros potentiel dans cette équipe-là. Point d'interrogation sur son père. Non seulement il a donné le même nom que lui, mais Nick Smith a fait l'entrevue pour expliquer pourquoi son fils avait choisi Arkansas à la place de son fils. Donc ça, je trouve ça un peu étrange. Pour décrire un peu Nick Smith, c'est un tueur. Là. C'est un gars qui est très fin, mais qui est physiquement solide. Beaucoup des Espagnols ont explosé au contact quand ils ont essayé de faire des close-outs sur lui l'année dernière. Je ne l'appellerai pas présentement le meilleur shooter de la draft, mais il a le potentiel de le devenir. Il a un tir à 3 points qui est très, très réel. Un premier pas, rapidité à créer, de la séparation sur le dribble. Ce qui lui manque en force, il va l'avoir justement en espèce de, comme on dit en anglais, en herky-jerky. Il va mettre les défenseurs adverses sur ses talons. Excellent dribble, capable de finir sous contact, fait des flotteurs, fait des tirs difficiles. Il y a le gène du passeur aussi, il est capable de fake une passe difficile pour détourner l'attention de tout le monde, pour faire la passe facile. Il y a beaucoup de changements de direction dans son jeu, j'aime beaucoup. C'est ça. Ça, c'est le genre de joueur que, disons que tu mènes par 20 points puis tu veux mettre la pédale douce, il faut que tu l'enlèves sur le terrain parce que dans 3 minutes, vous allez mener par 50 points. Je l'ai vu. Le truc qui m'a fait le plus peur avec Nick Smith, c'est de le voir contre IMG Academy l'année dernière quand il jouait pour North Little Rock. IMG Academy avec un autre candidat, je crois, peut-être pas top 3, mais top 5, Keontae George. Qui jouera Baylor. Ouais, Keontae George qui jouera à Baylor, qui est un green flag pour un joueur de la sorte, qui les ont lavés. Nick Smith prenait des décisions d'affaires en défensive continuellement, surtout en transition, en fait. Donc, il n'avait pas l'air d'un gars qui était très, très... Quand le vent tournait pas de son côté, il avait l'air un peu à check-out mentalement du jeu. On va beaucoup le comparer à Ja Morant. Ces comparaisons-là sont très Paresseuse. Ouais, paresseuse et pernicieuse. Il se ressemble physiquement un peu, c'est tout. Il est un peu plus dans le moule de Bradley Beal. S'il est capable de mettre un peu de viande autour de l'os en NBA, il va être un joueur un peu plus à la Bradley Beal. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le voir jouer. C'est un tueur. Là. Très bien. Nick Smith, donc, vous avez compris.
que ça vaudra le coup de regarder Arkansas cette année si vous vous branchez du côté de la NCAA. Même si, évidemment, une équipe avec autant de débutants, des transferts, etc., on s'attend à ce qu'il y ait des difficultés au niveau des résultats. Et donc, ça va mettre en lumière le caractère de tel ou tel prospect. Ça va être aussi intéressant là-dessus. On termine le tour d'horizon des candidats au top 3 avec des jumeaux, Amen, Ozar, Thompson. Et là, on n'est plus en NCAA, on n'est plus en G-League, on est en Overtime Elite. L'Overtime Elite, ça a été créé, ça a commencé l'année dernière. Et donc, c'est un programme qui a été créé où les jeunes peuvent être payés, contrairement à la NCAA. Même si aujourd'hui ils touchent des droits d'image, les jeunes peuvent être payés en Overtime Elite. Ils signent un contrat et ça les amène vers la draft NBA. Ils ont même signé un contrat, un accord avec la NCAA pour que ça ne soit pas rédhibitoire et qu'ils puissent ensuite aller à la NCAA s'ils veulent. Mais enfin, on n'est pas là pour les précisions réglementaires. On est là pour parler d'Amen et Ozar Thompson. Les jumeaux Thompson, vous avez déjà plein d'articles sur envergure.co. Ben, on va faire pas trop long sur eux, mais quel genre de joueurs ce sont? C'est difficile un peu de ne pas faire trop long sur eux parce qu'on On en a plus long d'autres fois. il faut les faire tous les deux ensemble à chaque fois. Pour faire court, ces deux joueurs de 2003, ils auront 20 ans à la draft, ils sont un peu plus vieux, originaires de Oakland. Un petit détail que j'ai trouvé intéressant dans leur background, c'est que leurs frères, ils ont un grand frère qui s'appelle Troy Thompson, qui a joué à Prairie View A&M pendant 2 ans. Donc, ils sont très, très familiers. Ils sont pas très, très, mais ils sont familiers un peu avec le processus pour jouer à haut niveau. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que sont les sacrifices et tout ça? Ce sont deux ailiers, même si lorsqu'on y parle en entrevue, ils se voient comme un meneur et un arrière, ce qui, selon moi, est peut-être un problème. Amen est le plus athlétique des deux, le plus explosif. Les deux sont des deux excellents athlètes. Amen est le plus explosif des deux. C'est un athlète surnaturel, un incroyable deuxième saut, un hang time de ouf, un premier pas de ouf. Ce qui le sépare un peu de son frère en termes de potentiel, c'est son playmaking, c'est ses passes. Des gros skip passes à travers le terrain, des wraparounds. Je l'ai vu même à un moment donné faire un 180, faire un bullet pass dans le coin. Ouais. Vous allez en voir beaucoup de ça sur Twitter cette année, mais j'ai comme des gros doutes à savoir si c'est vraiment le style de jeu qu'un coach NBA va laisser passer. Donc, son frère, Ozar, est un peu plus une mentalité role player. Il est un moins explosif, mais il a un athlétisme un peu plus fonctionnel, meilleur ratio accélération, décélération, meilleur finisseur que son frère aussi. Il y a un petit crochet, il y a des spin moves autour du panier. C'est un défenseur absolument extraordinaire. Je crois que Ozar Thompson va être probablement peut-être le même meilleur défenseur de périmètre de cette draft si ça arrive. Je l'ai vu l'année dernière en OTA. Il se faisait battre souvent par des gars qui étaient plus bas que lui au sol, mais il était capable de récupérer puis finir avec le bloc. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut parce que... Oups, désolé, c'est mon... Ah non, c'est normal. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut parce que la Overtime Elite, c'est une ligue qui est sans enjeu, cynique, sans conséquence, mais l'upside est là. L'upside est clairement là. Ah putain. Oh là là, ils nous écoutent. Ils nous écoutent, les Thompson. Non, mais vas-y, je te laisse gérer ton téléphone ou quelque alarme que ce soit. Non, c'est le signal pour la soupe. Amen Thompson qui, je conclus, pour moi, a aussi un meilleur tir pour le moment qu'Ozar Thompson. Ouf, les deux pour moi sont très difficiles à regarder. Là. Les deux sont mauvais mécaniquement pour l'instant, mais je veux dire, il est peut-être un tout petit poil plus avancé, en tout cas sur les matchs que j'ai vus, par rapport à Ozar. La chose dont je suis le plus sûr, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à avoir du temps de jeu à NBA parce qu'ils vont avoir des fautes. Ils vont avoir des fautes. Les gars ne défendent pas de manière responsable. Ce sont d'excellents athlètes. Ils ne
défendent surtout pas de manière responsable. Donc, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent dans leur manière de jouer parce que je crois pas que ça va changer cette année en Overtime Elite, mais donc, oui, peut-être que ça va le faire. En tout cas, apparemment, il y a eu de la progression technique au moins depuis qu'ils sont arrivés en Overtime Elite. Donc why not? Pour les jumeaux Thompson, pour vous donner la tendance générale, je pense qu'Amen est vu quasi unanimement comme peut-être le meilleur prospect des deux. Et d'ailleurs, c'est lui qui aura le ballon. Cette année, ils vont jouer dans la même équipe en Overtime Elite. En début d'année, ils séparent l'effectif en 3 équipes. Les deux vont jouer dans la même équipe. Amen, qui est numéro 1, aura le ballon. Et, enfin, en tout cas, jouera plus meneur. Et Ozar, qui est le numéro 0, jouera plus arrière. Je vous donne les numéros parce qu'ils sont très difficiles à distinguer l'un de l'autre, sinon, si on ne les connaît pas. Ils sont vraiment jumeaux identiques. Pour finir, est-ce que vous avez une recommandation, messieurs, une recommandation de match à regarder parmi tous les prospects qu'on a cités ou non, ou d'autres vidéos d'ailleurs à regarder. Et puis je vais vous demander qui vous préférez, alors pas Luca parce qu'il n'a pas forcément vu Scoot, il me semble, mais qui vous préférez entre Victor et Scoot? Évidemment, je vous demande. Allez, Ben. J'ai jamais vu un prospect comme Victor Wembanyama. J'ai jamais vu un prospect comme ça, donc c'est encore très théorique, mais pour l'instant, Victor. Là. Très bien. Suivez Benoît sur Twitter, Benoît Lelièvre. Manu, Scoot, Victor, un autre? Je suis indécis sur le 1, mais je pense que Victor, sur le profil, est juste incroyable. Et on n'a jamais vu, comme dit Ben, on n'a jamais vu ça en fait. Et oui. Donc, faut avoir de l'imagination, c'est un peu le problème avec Victor, il faut avoir de l'imagination. Il faut avoir de l'imagination sur quel poste on l'imagine, sur comment il peut jouer, c'est juste insensé, quoi. Ouais. Luca, en discutant, je ne sais pas si tu as discuté avec d'autres scouts, est-ce que les gens se posent la question ou est-ce que tout le monde dit c'est bon, il va être numéro 1 et tout? Non, je pense qu'il y a vraiment une question qui se pose et c'est surtout lié au physique de Victor qui est un peu un pari, on va pas se le mentir malgré que le potentiel est énorme. Mais je pense que le pari, si Victor cette année, il nous montre que physiquement, c'est beaucoup plus solide qu'avant, qu'il y a eu vraiment une étape de passer là-dessus, je pense qu'il y aura plus de discussion. Très bien. Merci messieurs pour ce premier numéro de Victor et les autres. On va clore cette première partie et on va accueillir notre invité pour avoir notre œil de l'extérieur. Victor Wembanyama. His arms are so long. Et j'accueille pour ce premier numéro de Victor et les autres Raphaël Barlow, scout international que vous pouvez lire sur le site NBA Big Board. Welcome, Raphael. How's it going? Everything's going good. Just came back from a trip from France, so I always enjoy France. So everything is going good on my end. Yeah, that's actually the reason why I wanted you to be our first guest on the show. Thank you, by the way. Thank you very much for agreeing for being our guest for this first show. It's because I want you on the show because you on the podcast because you just got back from France and you were there to watch Victor Wembanyama. You caught a couple of games, right? Yes. All right. My first question is very generic. What was your overall feeling about Victor Wembanyama? Did he live up to your expectations? He lived up to the what I expected. I mean, I did have high expectations for him, and actually, to be honest, he probably exceeded the expectations that I had maybe about a month ago. I didn't think that he'd play. I thought he'd play like a lot, but I figured he'd probably play maybe 20 minutes a game. I did not think that he would have like really, really good statistics just because, you don't really see in Europe guys put up like crazy statistical numbers. And then after the 2 34-point games, and then I think he had 23 in the first game of the season, I was like,
okay, this guy is going to put up huge numbers. And, he had foul trouble in the first game I was there. And then the second game, he had 19. But I will say, a month ago, if you would have asked me the question, he's exceeded those expectations. But I did have high expectations for him coming into these two games that I saw last week. All right, we all know Victor's long, tall, exceptional skill set for his size, rim protection, mobility. My second question to you is, what part of his game is not enough underlined, maybe undervalued? Oh, the passing. And I think he showed that in the game. The game on Tuesday night. The Portel game. The Portel, yeah. I struggle with the names of the French teams because it's like they have 4 or 5 names sometimes. But that game, in the second half, I mean, he made some really impressive reads from the high post, touch passes. It's almost like he had so many parts of his game that he did not really get a full opportunity to show last year at Asvel. And now he's showing people what he can do. And it's like, the expectations were high. I mean, he's been projected to be the number 1 pick for the last few years, but now he's showing a different level of passing and skill set that, I mean, even like the biggest Wembanyama fans have to be pleased with what they're seeing. So I'd say his passing definitely has caught me by surprise. And what did you think about his role in the Metropolitans? Do you feel like his decision to leave Asvel to go to play there was a good one? Yeah, I definitely think it was the right choice. He's in, really a perfect situation. It's closer to home. He has, like you said, freedom to, just do different things. I mean, Asvel is a team that, they're very competitive, and obviously playing in the EuroLeague, there's really not a lot of time to develop when you're playing in the EuroLeague because, it's all about win, win, win. And I think in this situation with the Metropolitans, I mean, of course, he wants to win and the team wants to win, but they're giving him, the freedom to make mistakes. And you can, at least in my opinion, I can see that he is a totally different player as far as confidence. Like, he's always been confident, but this guy that we're seeing right now is extremely confident. And so that alone makes it worth the transfer from Asvel to the Metropolitans. We obviously talk a lot with NBA scouts, American NBA scouts. What is the overall feeling there? Is Victor a clear number 1? Is it a race with Scoot? Are there any other prospect in the mix? Yeah, I mean, I think it's Victor first, and then I still think it's a pretty wide margin between Victor and Scoot, but I think those two are the top 2 in a kind of like a class on their own, and then after that, it's kind of wide open for number 3. But everybody that I have spoken with has him number 1, just because we've never seen anything like him before. We've never seen someone at that size move the way he does. And like his defensive impact alone would make him, a person that would be considered for the first pick. But now once you add on what he has on the offensive end and the development that he's done, I mean, I think it's going to be really, really difficult for Scoot to pass him. And I even say that I think the only way Scoot could pass him is if, there's some like injury concerns or some team worried about injuries, which, it's something that's often going to be discussed when you have somebody that size. Yeah, and we have the example of Chet Holmgren, recent injury. I mean, obviously, they have the same morphotype, him and Victor. Do people are a little bit worried about that, the supposedly injury-prone morphotype? Yeah, I don't think so. I mean, I think maybe fans are probably more vocal about that. But, I mean, Chet's injury Chet's never really had any injury history prior to that. And it was just the injury of him hurting his foot playing in the game. It wasn't a knee injury or anything like that. And I think that,
unfortunately, because Chet has a similar body style and frame and length as Victor, that once Chet got injured, people are going to start just making assumptions that it's related to their height and their size, which that injury Chet had could have happened to me or you. To end this interview, Rafael, I've seen your tweets about the poor quality of BetClick Elite video footage. I have to say, I agree. I think many people in France agree with you. But is it a shared feeling among the American scouts community following Victor? Are we French people embarrassing ourselves, being very far behind when it comes to communication, marketing, especially online? I just think like the way the arena is set up, that the view is kind of like you're looking over the top of him, as opposed to like a different view. And then the footage always comes out a little dark when you're clipping it together. But it's just basketball in America is a lot different than France. I'd say if we had a Victor Wembanyama here in the States, it would be impossible to get a ticket. Paris is like a city where there's so much to do. So maybe that's a part of it. Maybe basketball isn't just number one, the number one sport in France. So yeah, it is a little different than the States. Even here in the States, if there's like a really good high school player, there's just going to be multiple camera people following him all over. But I don't think it matters what country it is. I think the United States, and I'm not saying this because I'm an American, but I think the United States has just mastered marketing and branding and creating exposure for players. And it actually can be too in a negative side, because we have kids here that are like 14 or 15 years old, and they have so much exposure that they think that they've made it. They think that they're already successful. So there is a negative side of having so much exposure. But yeah, I'm just kind of shocked that some of the quality of some of the games is not and like the greatest quality, especially considering you have like a generational talent in Victor. Well, we'll try to improve things, I think, by sending a message to our Prime Minister. I think that could be. I didn't expect my comment to reach the Prime Minister, but no. It seems like there are a lot of people that seem to agree that the quality isn't, or it could be better, I should say. Yeah, right. Yeah, you're right. A lot of people in France have been complaining about this video footage and the way games are filmed. So for many years. So obviously you're not alone in this fight. Thank you anyway, Rafael, for having been our first guest. It's been a pleasure. No problem. Anytime you want me on, let me know, and we can definitely make it happen. I appreciate the invite. And everybody who's listening, go read Rafael's work on NBA Big Boards. He has given you like a taste here, but there's a lot more on the website. Obviously, Intel's pro insights and extensive coverage of the NBA draft. It's not all about Victor. Keep up the good work, Rafael. And you're always welcome, obviously, on our show. Voilà, c'était Victor et les autres, épisode du mois d'octobre sur Envergure. Abonnez-vous sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. On y est, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict. Voilà, j'en oublie. Donc abonnez-vous, vous aurez la notif dès qu'un épisode sort comme ça. Et puis laissez-nous une note si vous le voulez, ça fait toujours plaisir. Ça peut aussi nous permettre de grandir, ça peut aussi nous aider. Et puis on est à l'écoute de tout commentaire, évidemment, toute amélioration. On fait de notre mieux du côté du son. Et en ce qui concerne les joueurs dont on a parlé ce soir, toutes leurs fiches écrites sont sur
envergure.co avec la photo, la taille, le poids, l'envergure si elle a été documentée. Et puis pour certains déjà des scouting reports, tous les articles dans lesquels on parle d'eux, ça fait généralement plusieurs années qu'on parle de ces prospects qui vont être tout en haut de la draft 2023. On se retrouve très bientôt sur les ondes d'envergure. On a un podcast à venir sur les prospects féminines qui ont joué cet été pour les équipes de France jeunes. Intéressant pour avoir une idée de ce que pourrait être le futur de cette équipe de France. On a tous les vendredis notre live Twitch animé par Hugues et avec également d'autres personnes. On va encore step up cette année sur Twitch avec plus de qualité de film et plus de personnes qui contribuent également à l'analyse de films en direct. Et puis, on se retrouve, nous, pour un nouvel épisode de Victor et les autres début novembre. Allez, salut tout le monde.